Bonjour à tous, une nouvelle chronique, cette fois consacrée à la question de la technique. Cette chronique, je l'ai écrite pour CELMAG cet été, à la suite d'une émission de France Inter qui s'appelle Affaires sensibles, qui était consacrée, je crois que c'était une rediffusion, qui était consacrée au scandale du sable et de l'exploitation de ce matériau qui a des utilités très différentes, très variées dans notre vie quotidienne, mais un matériau qui commence à être épuisé. Et cette émission, Affaires sensibles, mettait notamment l'accent sur toutes les mafias qui s'organisent à travers le monde pour pouvoir exploiter et faire, bien entendu, des bénéfices gigantesques autour de ce matériau. Alors pourquoi est-ce que philosophiquement cela m'intéresse? Parce que c'est un des symboles de notre société moderne qui travaille sur une forme d'absurdité. Pourquoi? Parce que les populations qui exploitent le sable, c'est-à-dire qui tout simplement ramassent le sable sur les plages, ne peuvent plus faire face à l'érosion de ces plages, donc sont obligés d'aller vers l'intérieur du pays. Je pense à des pays par exemple comme le Bangladesh. Et ces populations qui vont dans les villes doivent être logées. Donc on construit des maisons, donc on a besoin de ça pour construire ces maisons. Et c'est comme un cercle qui s'installe. Ce cercle, on peut aussi le voir dans tous les objets technologiques qu'on utilise aujourd'hui, notamment en premier lieu, je suis un peu mal placé pour le dire puisque c'est ce que je suis en train d'utiliser, le téléphone portable et tous les objets connectés d'une manière générale. Alors pour réfléchir à cette question, dans ma chronique, j'ai utilisé un article d'une conférence très célèbre dans le milieu philosophique de celui qui est sans aucun doute le plus grand philosophe du XXe siècle, même si vous allez voir ce que je dis là va poser problème. Ce philosophe est allemand, il s'appelle Martin Heidegger, et il est mort en 1976. Il s'est fait connaître en 1927 pour un ouvrage majeur qui s'appelle Être et temps. Voilà ce livre, Être et temps, 1927, un livre de philosophie qui, bien entendu, est indispensable pour tous les philosophes, même si, je dois l'avouer, ce n'est pas toujours très facile à lire. Je vais essayer de vous expliquer donc à la fois l'intérêt de ce livre pour l'histoire de la philosophie du XXe siècle et à la fois le lien avec la question de la technique qui n'est pas abordée à proprement parler dans ce livre-là, mais dans une autre conférence qui est un peu plus récente puisqu'elle date de 1951. Martin Heidegger est le philosophe le plus important parce que toute la philosophie s'est construite avec ou contre Martin Heidegger au cours du XXe siècle. Martin Heidegger pose problème parce que Martin Heidegger a participé au nazisme. Il a pris sa carte au parti nazi en 1933, si les dates sont correctes. Il a été recteur d'université sous le nazisme. Il a continué à donner des cours de philosophie sous le nazisme et à aucun moment il a remis en cause le nazisme, même après la guerre. En 1945, il était interdit de cours, et jusque dans les années 50, 60. Et en 1951, il a donné une conférence célèbre sur la technique. Pour Heidegger, la question de la technique n'a absolument rien de technique. L'essence même de la technique n'a rien de technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on ne s'intéresse pas vraiment à la question de savoir comment fonctionne un objet technique. On ne s'intéresse pas pour savoir, par exemple, comment fonctionne le téléphone portable qui est devant moi et qui me sert à me filmer. Non. L'essence de la technique se trouve ailleurs. Et l'essence de la technique se trouve dans à la fois la provocation de la nature et en même temps l'arraisonnement de la nature et de l'homme. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'arraisonnement de la nature? Heidegger précise que, en réalité, l'essence de la technique, c'est une volonté de puissance. Une volonté de puissance que l'homme a, de produire. Et cette volonté de puissance n'a pas de finalité autre que cette volonté de puissance elle-même. Premier exemple qu'il utilise, la provocation, qu'il faut que vous écriviez pro-vocation. La provocation, c'est une attitude de la technique moderne qui consiste à modifier la vocation première de la nature. Heidegger donne un exemple très simple, un barrage hydroélectrique. Un barrage hydroélectrique, pour qu'il puisse fonctionner, il faut créer, comme son nom l'indique, un barrage qui va être une retenue d'eau et qui va empêcher l'eau de s'écouler naturellement. Et ensuite, l'homme va pouvoir sommer, c'est une véritable sommation, l'homme va pouvoir sommer l'eau, de lui produire de l'énergie au moment où l'homme en a véritablement besoin.
Donc la technique, dans un premier temps, c'est une maîtrise de la nature. Alors, on peut être technophobe, mais on peut aussi considérer que cette maîtrise de la nature fait partie de l'époque moderne. C'est le premier niveau de cette volonté de puissance. Le deuxième niveau de cette volonté de puissance, c'est ce que Heidegger appelle l'arraisonnement. Et là, ça va nous interpeller un peu plus. Qu'est-ce que l'arraisonnement ? On peut, lorsqu'on fait du bateau, être arraisonné par des pirates. Ça veut dire que les pirates arrêtent notre navire, grimpent sur le navire et en prennent le contrôle. Ça va être le même parallèle que Heidegger va faire. La technique va nous arraisonner, c'est-à-dire que la technique va prendre le contrôle de nos propres existences. Et c'est là qu'il va y avoir une forme de dérapage. Je vous lis un extrait de la conférence de la technique de Heidegger qui, alors vous allez voir, le style de Heidegger est très particulier, qui justement parle de cet arraisonnement. C'est seulement pour autant que, de son côté, l'homme est déjà provoqué à libérer les énergies naturelles que ce dévoilement qui commet peut avoir lieu. Le garde forestier qui mesure le bois abattu et qui en suit les mêmes chemins et de la même manière que le faisait son grand-père est, aujourd'hui, qu'il le sache ou non, commis par l'industrie du bois. Il est commis à faire que la cellulose puisse être commise. Et celle-ci, de son côté, est provoquée par les demandes de papier pour les journaux et les magazines illustrés. Ceux-ci, à leur tour, interpellent l'opinion publique pour qu'elle absorbe les choses imprimées afin qu'elles puissent être commises à une formation d'opinion dont on a reçu commande. Alors que veut dire ce texte ? Heidegger ne connaissait pas les téléphones portables, mais vous allez voir, je vais faire le parallèle avec les téléphones portables. Il connaissait, lui, les magazines illustrés de l'après-guerre. Par exemple, le magazine Paris Match. Paris Match nous parle des têtes couronnées et en fait une véritable actualité. Quel est l'intérêt pour le commun des mortels? Pourquoi s'intéresser à la vie de quelques personnes privilégiées? Eh bien, le problème n'est pas de savoir si c'est un sujet qui est intéressant. Le problème, c'est que on a fabriqué des magazines, et donc il va falloir créer une opinion publique qui va avoir besoin de lire ces magazines. Pourquoi est-ce qu'on crée des magazines? On crée des magazines parce que derrière, il y a toute une industrie du papier qui a besoin d'écouler sa production. Pourquoi est-ce qu'il y a toute une industrie du papier? Parce qu'on produit du bois, et ce bois, on a besoin de l'écouler. Ce que veut dire Heidegger, c'est que le garde forestier, qui entretient la forêt, et qui, grâce à ça, va permettre d'abattre un certain nombre d'arbres tout au long des années. Ce garde forestier, tout compte fait, est un des morceaux de la chaîne qui rend nécessaire la production de papier, qui rend nécessaire la production de magazines, qui rend nécessaire l'opinion publique qui doit lire ces magazines. C'est un cercle. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce cercle? Eh bien, les besoins de la technique moderne. Autrement dit, qu'est-ce qui domine dans notre monde? La technique moderne. L'homme va être commis pour pouvoir répondre aux besoins de la technique moderne qui elle-même n'est rien d'autre qu'une volonté de puissance de produire de nouvelles choses. Alors, j'ouvre une petite parenthèse parce que très très vite, lorsque on parle de cette volonté de puissance, de cette production, on fait référence au capitalisme. Je ne suis pas particulièrement pro-capitaliste, mais ce n'est pas une affaire de capitalisme. Parce qu'on a vu, à l'époque de l'URSS, ce même type de cercle se mettre en place. Et l'URSS avait le besoin d'une volonté de puissance, alors que, sauf erreur de ma part, c'était un pays socialiste qui reniait toute forme de capitalisme. Donc ce n'est pas une question uniquement de capitalisme. Et ce ne serait pas en abattant le capitalisme qu'on sortirait de cette situation-là. Je vous donne un autre exemple pour essayer de vous faire comprendre cela. La région Languedoc-Roussillon, aux alentours de 2010, dirigée par Georges Frêche, a décidé de distribuer un ordinateur à chaque élève dans chaque lycée. Position assez généreuse. La question c'est, à quoi ça sert de distribuer des ordinateurs? Pour répondre à cette question, on a convoqué les professeurs pour leur demander de trouver une pédagogie en rapport avec ce nouvel outil pédagogique. Et du coup, nous nous sommes retrouvés dans la situation où il fallait que nous inventions de nouveaux cours, parce que travailler avec un ordinateur, c'est
Petit 1, réfléchir sur la plus-value pédagogique. À quoi ça sert d'avoir un ordinateur? Petit 2, lutter contre les nouvelles formes de dispersion des élèves qui vont pouvoir jouer en réseau, qui vont pouvoir aller voir Facebook, qui vont pouvoir avoir d'autres activités que celles de suivre un cours. Petit 3, réorganiser même physiquement la salle de manière à ce qu'on n'ait pas uniquement des élèves, pardon, qu'on n'ait pas uniquement des écrans devant les élèves. Autrement dit, un nouvel outil numérique n'est pas donné aux élèves pour être au service des enseignants et de leur programme et de leur pédagogie, mais c'est l'inverse. Les enseignants doivent se mettre au service d'un nouvel outil pédagogique. Nous pouvons faire le parallèle avec les magazines illustrés. Paris Match se doit de faire des couvertures si possible avec des photos sensationnelles chaque semaine pour pouvoir intéresser le lecteur. Mais bien entendu, pour pouvoir intéresser le lecteur, il faut faire du sensationnel, parce que sinon il n'y a pas de lecteur. Ce qui en soi est absurde. Au final, Paris Match se met au service de quoi? Il se met au service de l'industrie des magazines, de l'industrie du papier, etc., etc. Et non pas l'inverse. C'est-à-dire que ça ne part pas d'un besoin des gens de lire Paris Match. Donc Heidegger va mettre le doigt sur un des grands problèmes majeurs de notre existence. Nous sommes de plus en plus dominés par les objets technologiques. Bien entendu, l'exemple le plus simple, c'est le téléphone. Le téléphone, enfin le smartphone tel qu'on le connaît de nos jours, n'existe que depuis une petite dizaine d'années. Auparavant, j'enfonce des portes ouvertes, on n'en avait pas besoin. Steve Jobs, le patron de Apple, a eu du génie en se disant qu'il ne suffisait pas de créer un objet, il fallait aussi expliquer les raisons pour lesquelles on avait besoin de cet objet. Et donc, il y a des conférences de presse de Steve Jobs qui sont absolument intéressantes. Regardez-les sur YouTube, notamment celle de 2010, il y a 8-9 ans, où Steve Jobs montre un iPad et explique aux journalistes, non seulement je vais vous montrer comment fonctionne un iPad, mais de plus, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous aurez besoin de cet iPad. Steve Jobs était un maître en la matière. Aujourd'hui, on voit tout le monde a un smartphone. Parfois, nous avons 2 smartphones. Parfois, nous avons un 3e smartphone. Et d'ailleurs, ça correspond presque au sentiment de puissance que peuvent avoir certains individus. Plus vous avez de responsabilités dans le monde, plus vous devez avoir un grand nombre de smartphones à votre disposition. Et puis, on voit des gens se mettre en danger régulièrement au volant pour répondre au smartphone, alors qu'il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans de cela, tout le monde conduisait. Je vous rassure, il y avait des accidents pour d'autres raisons, mais tout le monde conduisait sans appeler. Nous sommes, tout compte fait, devenus dépendants des objets connectés. La question n'est pas de savoir s'il faut ne plus utiliser de téléphone portable. Si jamais on prend cette option-là, bien entendu, immédiatement, on se fait traiter d'archaïque, on se fait traiter d'homme préhistorique, et puis bien entendu de philosophe, et ainsi de suite, et blablabla, et blablabla. C'est pas du tout ce que va vouloir dire Heidegger. Il y a un petit texte de Heidegger qui est très très simple. Et je vais vous en lire peut-être un extrait ou 2. Notre attachement aux choses techniques est maintenant si fort que nous sommes à notre insu devenus leurs esclaves. Mais nous pouvons nous y prendre autrement. Nous pouvons dire oui à l'emploi inévitable des objets techniques. Et nous pouvons en même temps lui dire non. En ce sens que nous les empêchions, ces objets techniques, nous les empêchions de nous accaparer et ainsi fausser, brouiller et finalement vider notre être. Ce que veut dire Martin Heidegger, c'est que la position la plus saine que l'on peut avoir avec les objets techniques, c'est tout simplement réfléchir et se demander, mais est-ce qu'on en a besoin? Quand est-ce qu'on en a besoin? Ça peut paraître tout bête, c'est peut-être pas un très très haut niveau philosophique, mais tout compte fait, nous sommes les dernières générations à nous poser ce type de questions-là. C'est peut-être même trop tard. Peut-être que nos enfants, qui commencent à avoir des téléphones portables de plus en plus tôt, ne se poseront jamais la question de savoir, est-ce que je peux dire non à mon téléphone? Ça veut dire quoi dire non à mon téléphone? Tout simplement le fermer lorsqu'on n'en a pas besoin. Quand est-ce qu'on n'en a pas besoin? Eh bien, c'est à nous de le définir. Ce que veut dire Heidegger, et là c'est un des concepts centraux de sa philosophie, c'est qu'il faut réintroduire le souci. Il faut se soucier de son existence. Il faut redonner du sens à son existence.
Alors je ne vais pas rentrer dans une analyse très technique des termes heideggeriens liés au souci, mais simplement Heidegger, qui ne parlait pas des téléphones portables puisqu'il est décédé en 1976, faisait une analyse autour du langage. Il disait, il y a un terme dans le langage qui est absolument terrifiant, c'est le « on », la troisième personne du singulier qui est impersonnel. On meurt sur les routes. Quand on dit « on meurt sur les routes », ça veut dire que à la fois ce sont des personnes qui meurent, et à la fois ces personnes. Ce ne sont pas des personnes que l'on connaît véritablement. On meurt. On meurt à cause du téléphone portable. Nos enfants ont des téléphones portables parce que on n'a pas su limiter le temps de consommation de ces objets connectés. Le « on » est absolument terrifiant parce que c'est une défaite en soi. Le « on », c'est une absence de souci. Dernière citation de Heidegger pour vous expliquer ce « on » et vous expliquer ce qu'est le souci. Le souci n'est rien de subjectif et ne défigure pas l'objet dont il se préoccupe, mais le laisse bien plutôt accéder à son être véritable. Quel est l'être véritable des objets techniques? C'est très simple, être à notre service. Cela ne va pas plus loin. Par contre, il ne faut pas que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que nos propres existences soient au service des objets techniques. Donc je résume tout ce que j'ai voulu dire parce que c'était quand même assez compliqué. Hein. J'ai mis beaucoup de temps pour pouvoir assimiler, comprendre la pensée de Heidegger. Je ne suis même pas sûr de ne pas avoir fait d'erreur. Ce que veut dire Heidegger, c'est que nous sommes face à la technique. La technique est une volonté de puissance de produire, parfois même une volonté de puissance, c'est-à-dire qu'on veut de plus en plus produire. Du coup, la technique se révèle être une force qui réussit à arraisonner l'être humain qui est censé dominer cette technique. Ce qui veut dire que nous nous mettons au service des besoins de la technique. Nous créons des industries. Nous créons des industries du téléphone portable. Nous créons des industries d'exploitation du sable. Nous créons des industries de production d'applications pour que les gens aient de plus en plus besoin de leur téléphone portable, etc., etc. Ce qui, au final, fait que nous avons totalement inversé le rapport que nous avons avec nos objets connectés. Les objets connectés ne sont plus là pour nous servir, nous sommes là pour servir nos objets connectés. Et face à cela, la réaction peut être toute simple. Non pas jeter les téléphones portables à la poubelle, ce qui serait absurde dans notre monde moderne, bien que ça puisse être le choix de quelques-uns. Hein. Je connais des amis qui n'ont pas de téléphone portable et qui refusent d'avoir un téléphone portable et qui résistent parce qu'on fait pression sur eux pour qu'ils aient un téléphone portable, mais qui résistent, très bien. Mais ça va concerner une petite marge de l'humanité. Mais il y a une autre attitude possible. Tout simplement, se soucier du sens de son existence et de la relation que nous avons avec ces objets techniques. Le souci. C'est tout compte fait une attitude on ne peut plus anodine, mais on ne peut plus également fertile. Voilà, je vous laisse dessous le lien pour aller lire cette chronique un peu plus en détail. Si jamais vous voulez réagir, laissez des commentaires. Si vous aimez bien, likez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle réflexion sur... je verrai sur quoi ma chronique portera, on verra bien. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo que je ferai je ne sais pas quand, ça dépendra de mon emploi du temps. En tout cas, je vous dis à très bientôt.